Bonjour et bienvenue à la formation de la GEFO portant sur le droit du travail et de l'emploi face aux avancées technologiques. Mon nom est Alexandra, je suis la directrice générale adjointe de la GEFO. Ça me fait un grand plaisir d'être parmi les vôtres aujourd'hui pour cette belle formation avec nos panélistes. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que puisque les bureaux de la GEFO sont à Ottawa, je me trouve présentement sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Algonquine-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons que cette nation est la gardienne et défenseur traditionnelle de ce territoire et la remercions de son accueil. Nous reconnaissons également que la colonisation, le racisme et le suprémacisme blanc ont eu et continuent d'avoir des conséquences néfastes sur les communautés autochtones. Nous vous invitons à prendre un moment pour songer au territoire où vous vous trouvez, ainsi qu'au peuple qui en est le gardien. Je vous rappelle que la formation d'aujourd'hui est accréditée par le Barreau d'Ontario pour 1 h 15 minutes de contenu de droit de fond. J'aimerais aussi vous souligner que la formation d'aujourd'hui est enregistrée et que le lien à l'enregistrement va vous être rendu disponible et vous sera envoyé dans les prochains jours. On est en format webinaire aujourd'hui. Si vous avez des questions, on vous invite à utiliser la fonction Q&A ou si jamais, pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne pas de ce côté-là, n'hésitez pas à écrire dans le chat. On va s'assurer de vérifier les deux. Il va y avoir des périodes de questions qui vont être prévues à la fin de la formation, mais également, j'ai parlé avec nos panélistes. Sentez-vous libre de poser les questions au fur et à mesure. Puis si jamais il y a des bons moments propices pendant la formation qu'on peut répondre à vos questions, on va le faire et je vais m'assurer de les poser pour vous. On a aussi des scénarios pratiques qui nous ont été préparés pour l'atelier. Puisqu'on est en mode webinaire, si vous voulez intervenir de vive voix, simplement utilisez la fonction en bas, lever la main ou raise hand si votre ordinateur est en anglais. Et moi, je vais être en mesure de vous donner la parole. Si jamais vous avez un problème technique ou que vous préférez plutôt participer par le chat, n'hésitez pas. Puis moi, je vais garder un œil sur le chat, puis je vais pouvoir vous aider, nos panélistes, à intervenir avec vous. Euh, c'est vraiment libre à vous, mais aujourd'hui, on aimerait ça, si possible, essayer d'avoir justement une conversation ensemble. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Pour ceux et celles qui ne sont pas déjà membres de la GEFO, on vous encourage à devenir membre en visitant notre site web agefo.ca. Donc, on est super choyés aujourd'hui d'avoir deux bonnes panélistes avec nous. Premièrement, j'aimerais présenter Maître Isabelle Roy. Maître Isabelle Roy-Nunn est associée chez Goldblatt Partners, où elle mène une pratique bilingue en droit du travail et de l'emploi. Qu'il s'agisse d'aider les syndicats à conclure de bonnes conventions collectives ou d'aider les employés à résoudre des problèmes au milieu du travail, Isabelle cherche toujours à améliorer les conditions de travail des gens. Isabelle a un aperçu sans pareil des besoins de ses clients grâce à ses nombreuses années d'expérience à l'interne au sein d'un syndicat national du secteur public fédéral, où elle était responsable de négociation, représentation et des services juridiques. En plus d'avoir une expertise sur les questions de gouvernance intense des syndicats, Isabelle est tout aussi à l'aise de défendre les intérêts de ses clients dans des contextes plus collaboratifs, comme des discussions informelles ou médiation, ou que des contextes formels, que ce soit arbitrage, les tribunaux de droits de la personne, les contrôles judiciaires et les audiences d'appel. Isabelle fait partie du groupe de pratique sur l'équité salariale et offre régulièrement de la formation et des conseils aux employés et membres de syndicats concernant le développement et le maintien de plans d'équité salariale en Ontario et dans le secteur fédéral. Merci beaucoup, Isabelle, d'être avec nous aujourd'hui. On a également Maître Sarah-Claude Lécuyer. Maître Sarah-Claude Lécuyer est avocate chez Goldblatt Partners. Sa pratique bilingue consiste principalement en l'arbitrage de griefs, où elle représente des syndicats des secteurs privés et publics ainsi que leurs membres. Sarah est graduée du programme de droit canadien de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup, Sarah-Claude, d'être avec nous aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Isabelle et je vous souhaite une excellente formation. Bonjour, puis merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Comme Alexandra le mentionnait, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise de soulever les questions quand elles surviennent. Puis, on est un groupe relativement petit, donc la discussion devrait être facile entre nous si vous avez des questions ou des interventions à faire. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter avec vous des avancées technologiques et de l'impact de celles-ci dans nos vies. C'est certain que la présence de technologie dans le milieu de travail a beaucoup changé au fil des dernières années. Certainement depuis la pandémie et
la préconisation du travail à distance, les concepts et les enjeux reliés à la technologie en milieu de travail ont beaucoup évolué et sont devenus, je vous dirais, monnaie courante en droit du travail et en droit de l'emploi. Alors aujourd'hui, au cours de la présentation, on va discuter de certains de ces enjeux qui soulèvent la relation entre la technologie et le droit du travail et la relation entre employeurs et employés. On va discuter de la surveillance numérique des salariés. On va pouvoir avoir une discussion aussi sur le comportement des salariés sur les réseaux sociaux, donc les comportements à l'extérieur du travail et sur les médias sociaux. Et on pourra aussi avoir une discussion sur le droit à la déconnexion, qui est un concept relativement nouveau dans les compétences dans lesquelles on opère, donc en Ontario et dans le milieu du droit du travail fédéral. On va discuter avec vous de la jurisprudence qui s'applique, de la législation qui s'applique, puis, comme Alexandra le mentionnait, il va y aussi avoir quelques scénarios pour qu'on puisse mettre en pratique les éléments qu'on va discuter et vraiment vous donner l'occasion de vous pencher sur les enjeux qu'on soulève et de faire votre propre analyse sur les questions qui sont soulevées par ces enjeux de technologie qui sont très intéressants et souvent assez complexes. Alors, on va commencer avec la surveillance numérique en milieu de travail. Euh, Historiquement, les enjeux de surveillance en milieu de travail étaient axés surtout sur des caméras en milieu de travail, à l'extérieur des milieux de travail, le contrôle des allées et venues d'employés par des cartes d'accès, par exemple. Même bon, le contrôle des courriels ou l'accès ou empêcher un employé d'avoir accès à certains programmes, certains logiciels, alors qu'ils sont sur les réseaux de l'employeur, par exemple. Mais depuis les dernières années, et surtout à la lumière du télétravail, la croissance de l'intelligence artificielle, ces deux éléments-là, donc le fait qu'on utilise beaucoup plus la technologie pour faire notre travail et le fait que la technologie a évolué de façon assez importante, ces éléments ont eu pour conséquence l'intensification, pardon, de la surveillance numérique ou en tout cas l'intensification des occasions et des moyens par lesquels un employeur peut effectuer la surveillance numérique. Il existe aujourd'hui toutes sortes de mécanismes par lesquels un employeur peut surveiller ses employés afin d'accumuler des données sur l'emploi du temps, sur la productivité. Et bon, on va parler d'un exemple où on peut même commencer à capter de l'information sur les réactions émotives de ses employés dans certains contextes. Parmi ces nouvelles méthodes de surveillance, bon, on connaît assez bien dans nos milieux l'observation des comptes de médias sociaux, donc la capacité d'un employeur, avant même d'embaucher un employé, d'aller voir quel type de personne ce candidat pourrait être en allant voir s'il a des comptes de médias sociaux et quel genre d'activité on peut y retracer. Cette capacité-là continue pendant la relation de l'emploi et comme il s'agit de médias sociaux qui sont publiquement disponibles, ces occasions n'ont pas nécessairement besoin d'être recherchées par l'employeur. Parfois, les occasions se présentent à l'employeur. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'essayer de surveiller des employés. Parfois, les choses tombent devant l'employeur et nécessitent, à leur avis, certaines réactions. D'autres méthodes de surveillance incluent l'analyse de métadonnées, le suivi de localisation par GPS. Donc, ça, c'est un concept qui n'est pas nécessairement nouveau, mais c'est un moyen de surveillance qui continue et devient de plus en plus précis avec le temps. Et bon, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour retirer des données sans même qu'un utilisateur le sache. Les employeurs peuvent donc accumuler toutes sortes de données sur leurs employés et ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour faire des recommandations qui sont basées sur toutes ces données qui sont recueillies. Par exemple, il y a des programmes d'intelligence artificielle
qui peuvent offrir des conseils par rapport au processus d'embauche, des processus de discipline. Alors, c'est des systèmes où on entre certaines données, certains critères, puis le système va procéder à soit éliminer des candidats ou, dans le cas de discipline, citer toutes sortes de décisions qui pourraient soulever des faits semblables qui suggèrent la peine appropriée dans certains contextes. Euh, on connaît, c'est assez fréquent de nos jours qu'on utilise ce genre de système, comme je le mentionnais, dans des processus de recrutement. Mais une fois qu'une personne devient un employé, l'utilisation de l'intelligence artificielle ne cesse pas nécessairement. Et il y a un exemple assez récent qui est survenu au Royaume-Uni. Vous en avez peut-être lu des nouvelles ou entendu des nouvelles. C'était l'utilisation d'un programme qui s'appelait Occupy, I-E-Y-E, comme un œil. Et c'est un programme qui semble toujours exister, d'après mes recherches Internet rapides que mon employeur pourra déceler que j'ai faites plus tard. Euh, donc, ce programme ou ce logiciel était installé auprès des bureaux des salariés pour surveiller toutes sortes d'éléments physiques. Donc, c'est un genre d'après ce que je peux comprendre, c'est un genre de collant qu'on met sur un bureau, un petit appareil qu'on peut mettre au plafond, qu'on peut cacher à toutes sortes d'endroits sans même qu'un utilisateur le sache, qui décèle des choses comme, par exemple, le mouvement, la température de la pièce, mais aussi la température corporelle des gens qui sont proches et qui permet de recueillir toutes sortes de données. Bon, quand on regarde en ligne, on vend cet outil comme une façon pour un employeur de faire la meilleure utilisation possible de ses locaux, l'utilisation appropriée des espaces immobiliers de l'employeur. Sauf que quand on creuse un peu plus loin, et pourquoi on connaît ce logiciel, c'est qu'il y a des gens qui se sont plaints, des employés qui se sont plaints qu'il s'agissait d'une invasion de leur vie privée parce que cette information était utilisée, entre autres, pour déceler la température corporelle et certains comportements physiques des personnes dans la pièce, de sorte à essayer de déceler l'intelligence émotionnelle ou les réactions euh, qui, euh, qui pouvaient émaner de cet individu. Oui, Alexandra, je vois que vous avez levé la main. Oui, on a une question de Laurie qui cherche à savoir si cet outil peut être utilisé sur les ordinateurs portables lors du travail à la maison. Ben, je ne connais pas les détails complets de l'utilisation du programme et je n'ai pas lu d'exemple où c'était utilisé à l'extérieur des bureaux de l'employeur, mais c'est possible et si ce n'est pas cet outil, il existe sûrement un outil semblable qui puisse être utilisé pour déceler au minimum le mouvement et l'utilisation. Puis dans nos scénarios, Laurie, on va parler de certains exemples où les activités d'un employé sur un portatif à l'extérieur du bureau ont justement été suivies et menées à, dans le cas qu'on va discuter, un congédiement. Donc, il y a certainement des moyens de déceler ce genre d'activité. Mais dans le cas d'Occupy, c'était un peu nouveau dans le sens que la technologie permettait vraiment d'évaluer les compétences et les réactions émotives des employés qui faisaient du service à la clientèle, puis qui permettait à l'employeur de décider certaines émotions négatives, bon, selon certains critères, évidemment, là, mais c'est un peu une première dans le sens que, bon, on connaît ce genre de technologie sur des athlètes. Hein, on va mesurer leur battement de cœur, leur pression artérielle, leur niveau d'oxygène, etc. Mais dans ce contexte-là de formation d'athlètes, c'est consensuel et la personne qui se fait contrôler, qui se fait surveiller, est au courant du fait qu'on prend ces données et les fins auxquelles elles seront utilisées. Dans un contexte comme Occupy, les employés n'étaient pas au courant que l'information était en train d'être partagée avec leur employeur, ni les fins auxquelles cette information serait utilisée. Donc, dans un certain contexte, dans une banque en particulier, il y a eu des plaintes et il y a eu des conséquences reliées à l'utilisation
à l'insu des employés d'une telle technologie invasive. Si on revient au Canada, puis on parle un peu de la surveillance numérique ici, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada en 2023 nous indiquait que jusqu'à 70 des employés canadiens font l'objet d'un type de surveillance numérique au travail. Bon, 32 d'entre eux sont surveillés par au moins un des mécanismes suivants, donc le suivi de la localisation, GPS, enregistrement par vidéo, surveillance de l'activité du clavier, capture de l'écran d'ordinateur ou des mesures de biométrie, incluant des images prises des yeux ou du visage, pardon, ou des enregistrements de la voix. Alors, c'est quand même une façon d'interagir avec ses employés qui est très courante et je vous dirais de plus en plus courante, comme on discutait tout à l'heure, vu la prévalence du télétravail, surtout depuis la pandémie, mais même avant, en particulier quand on parle d'emplois qui sont d'une nature qui exige qu'un employé se déplace. Donc, on pense à des gens qui effectuent des livraisons ou des gens qui effectuent des rencontres de services à différents endroits. Cette question d'utiliser un GPS pour savoir où est le véhicule, pour comprendre combien d'arrêts on peut faire dans un certain montant de temps, ça fait quand même assez longtemps que c'est avec nous ce concept. Ce qui est différent maintenant, c'est que ce n'est pas uniquement ce genre de travail à distance qui se fait surveiller. C'est le travail qu'on fait généralement assis à un bureau sans avoir besoin de se déplacer et sans nécessairement avoir à rendre des comptes sur combien de temps on était à un endroit particulier ou un autre. Alors, c'est beaucoup plus commun. Étant donné comment prévalents ces mesures sont, ce n'est pas surprenant de voir que la législation progresse aussi. La législation progresse, je vous dirais, quand même assez lentement à ce niveau. En avril 2022, il y a eu des modifications à la loi sur les normes d'emploi au sujet de la surveillance en milieu de travail. Et bon, selon ces changements, depuis octobre 2022, tous les employeurs de l'Ontario qui sont soumis à la législation et réglementation provinciale d'emploi, qui ont au moins 25 salariés, doivent avoir une politique en place qui décrit les méthodes de surveillance numérique qui sont en place. Et l'employeur a l'obligation, en vertu de la loi, de fournir une copie à tous ses salariés. Dans cette politique, la loi prévoit que l'employeur doit préciser s'il surveille ou non ses employés et si oui, la politique exige que l'employeur donne une description de comment et dans quelles circonstances l'employeur surveille ses employés. La politique doit aussi énoncer les fins pour lesquelles l'employeur cherche à obtenir cette information. Et bon, évidemment, la politique doit indiquer la date à laquelle elle a été préparée et doit refléter les modifications au fur et à mesure qu'elles changent. Donc, ce n'est pas suffisant pour l'employeur d'avoir déclaré en 2022, oui, on surveille l'utilisation de vos claviers et en 2023, d'adopter une nouvelle technologie qui surveille aussi bon, combien d'heures sont passées avec certaines pages ouvertes. Il faut indiquer ces changements à la surveillance numérique quand ils ont lieu. Donc, c'est un progrès et je vous dirais que c'est l'aspect le plus important, le plus progressif de la législation qu'on connaît. En mars 2024, il y a eu des modifications additionnelles à la loi sur les normes d'emploi et ceux-là visaient vraiment les processus d'embauche des employeurs, c'est-à-dire quand un employeur utilise de l'intelligence artificielle pour cerner certains candidats ou éliminer certains candidats dans des processus d'embauche, bien, en vertu de ces dernières modifications, l'employeur doit être ouvert
quant à cette utilisation et doit l'indiquer aux candidats potentiels que l'intelligence artificielle sera utilisée, quel que soit le moment du processus d'embauche, mais dès qu'on fait son utilisation, il faut l'indiquer. La faille, et là, je vous donne un peu mon opinion entre parenthèses, et souvenez-vous que moi, je fais du droit du travail du côté syndical, donc de ma perspective, la faille dans cette législation et qu'il n'y a il y a aucune vraie limitation quant au niveau de surveillance et aux moyens de surveillance qui peuvent être utilisés. Bon, c'est un début qu'on l'exige que l'employeur l'annonce dans une politique, mais la loi n'établit pas de critères ou de restrictions quelconques sur les moyens ou les fins auxquels la surveillance électronique peut être utilisée en milieu de travail. Au fédéral, on est un peu plus en retard. Bon, il y a la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui gouverne la vie privée dans le milieu de travail fédéral. Cette loi s'applique évidemment pas seulement au secteur public, mais aussi dans le secteur privé qui est géré par les lois fédérales et qui collecte des données personnelles dans le cadre d'activités commerciales. Donc, cette loi exige que les activités de surveillance d'une entreprise doivent être équilibrées avec le droit à la vie privée des personnes surveillées. Alors, bon, euh, ça nous donne un genre de principe général et précise que l'organisation peut seulement recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Donc, comme je vous disais, c'est très général. Euh, Quand on parle de collecte de données ou de renseignements personnels à l'insu de quelqu'un, la loi prévoit seulement du langage qui crée des exceptions. Donc, on dit qu'on ne peut pas collecter cette information à l'insu de quelqu'un à moins que certaines conditions soient rencontrées. Et ces restrictions sont quand même assez limitées. Donc, de façon générale, on peut conclure qu'en vertu de la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, un organisme peut collecter des données personnelles si la personne le sait qu'on est en train de collecter ces données personnelles et pour des fins qu'une personne raisonnable estimerait sont acceptables. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La loi ne le définit pas. C'est pour ça qu'on est des avocats et qu'on a besoin de nos services parce que la personne raisonnable va changer dépendant des circonstances et c'est des arguments qu'il va falloir faire devant les tribunaux, soit administratifs ou judiciaires selon les circonstances. Alors, ça, c'est le régime qui existe présentement. C'est intéressant de noter qu'au fédéral, il y a un projet de loi, le projet de loi C-27, pour contrôler l'usage de l'intelligence artificielle. Ce projet de loi, bon, c'est une partie d'un projet de loi omnibus visant l'acceptation du budget, mais cette question d'intelligence artificielle soulève des questions intéressantes parce que même dans ce projet de loi, on cherche à faire des distinctions quant au contexte dans lequel l'intelligence artificielle est recueillie ou est utilisée, pardon, pour recueillir des données ou manipuler des données. Et dans le contexte de ce projet de loi, on parle de contrôler des systèmes d'intelligence artificielle qui sont, le terme, ce sont des systèmes à incidence élevée. Et donc, on tente, comme je vous dis, de faire une distinction dans l'impact de l'intelligence artificielle en question, dépendant de son objectif et de ce que ça vise à faire. Et c'est intéressant de noter qu'un système à incidence élevée inclut des systèmes qui prennent des décisions en matière d'emploi. Donc, ça veut dire l'embauche, la rémunération, la promotion, la formation et la discipline. Et
Le projet de loi vise évidemment à contrôler un peu plus les systèmes qui sont à incidence élevée que ceux qui ne le sont pas. Ce qu'on ne sait pas parce que le projet de loi est encore à l'étape de l'étude en comité, mais s'il est adopté, il va certainement créer des nouveaux droits à la vie privée en lien spécifiquement avec l'intelligence artificielle. On espère il va créer des moyens de faire respecter la loi, donc des processus de recours. Euh, et ce qu'on sait et ce qui est le plus apparent, c'est le projet de loi vise la transparence. Donc, est-ce qu'on regarde ultimement quelque chose qui ressemble à ce qu'on a discuté en Ontario, dans le sens que on a un droit de savoir que c'est utilisé, ou est-ce qu'il va vraiment y avoir des dents au processus et certaines restrictions qu'on pourra ensuite tenter de faire respecter. Donc, on attend. C27, comme je vous disais, n'est pas encore une loi. Il est à l'étape de comité. Je ne suis pas au courant des modifications qui auraient pu être recommandées par le comité et je ne sais pas, je n'ose pas prédire si ça va devenir loi avant qu'une élection fédérale soit déclenchée. Donc, c'est un projet de loi à suivre qui n'a pas vraiment d'impact sur notre travail tout de suite, mais qui pourrait éventuellement si vous travaillez dans le domaine fédéral. Sarah. Merci Isabelle d'avoir mis la table avec le cadre législatif. Alors maintenant, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on voit dans la jurisprudence en termes de surveillance dans le milieu de travail. Et puis, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les arbitres, les décideurs essayent de trouver un équilibre entre des intérêts légitimes de l'employeur et aussi les intérêts des employés en ce qui a trait à la protection de leur vie privée. Donc, on parle souvent de est-ce que c'était un exercice d'un droit de gestion qui était raisonnable à la lumière des circonstances. Et puis, quand un employeur tente d'utiliser des informations qu'ils ont obtenues à travers une surveillance en tant que preuve, par exemple pour discipliner un employé, on utilise le test que vous pouvez voir à votre écran qui nous vient d'une décision de 1990 de la Colombie-Britannique qui s'appelle DOMAN. C'est un test à 3 étapes qui est souvent repris toujours aujourd'hui. Donc, si on passe à travers les étapes, alors la première étant, est-ce que la surveillance était raisonnable compte tenu des circonstances? Donc, juste le fait de surveiller, est-ce que ça, c'était raisonnable pour l'employeur de le faire? Et puis, je vais juste les énoncer. Après, je vais rentrer en détail un peu plus pour chacun des 3 étapes. La deuxième étape est, si la surveillance, on trouve à la première étape que c'était raisonnable, est-ce que la manière que ça a été fait, est-ce que les moyens choisis ici, ça a été fait de manière raisonnable? Et puis la troisième partie du test, c'était à savoir est-ce qu'il y avait d'autres moyens qui étaient moins attentatoires à la vie privée de l'employé, qui étaient disponibles à l'employeur, qui aurait obtenu la même preuve qu'il recherchait. Donc, si on y va une à la fois, donc la première, à savoir juste si c'était raisonnable d'avoir la surveillance dans les circonstances, l'employeur va souvent être demandé de montrer qu'il y avait un certain problème ou des circonstances qui méritaient une surveillance et qui avaient un objectif légitime. Souvent, on parle de protection des employés. Et puis, si l'employeur par exemple, a des caméras pour protéger la sécurité de ses employés, mais ensuite tente d'utiliser ces caméras, qu'est-ce qui a été enregistré sur ces caméras il voit que quelqu'un n'est pas très productif au travail, ils vont possiblement échouer cette première étape du test, puisque l'enregistrement n'était pas pour les fins qui étaient cet objectif légitime-là. Quand on passe à la deuxième étape, comment ça a été fait, on regarde plusieurs facteurs tels que le lieu où a eu lieu la surveillance, est-ce que c'est un enregistrement continu, qui a accès à la surveillance, combien de temps, c'est quoi la nature de l'information acquise. Et pour le troisième critère, celui-ci est un peu plus contentieux. Ce ne sont pas tous les arbitres qui sont d'accord qu'il faut que l'employeur démontre
qui avaient des moyens moins attentatoires, il y en a qui acceptent, qui donnent plus de déférence aux employeurs quant aux moyens qu'ils souhaitent utiliser dans la surveillance. On mentionne aussi ici qu'il y a du contexte pénal, tel que dans l'affaire Cole de la Cour suprême de 2012, qui peut venir affecter comment on regarde qui peut venir affecter la jurisprudence arbitrale. Donc, Cole, c'est un cas pénal, puisqu'il s'agissait d'un enseignant qui avait un ordinateur qui lui était donné par son employeur, et puis ils ont trouvé des images pornographiques sur l'ordinateur. Et puis, évidemment, ça a mené à des accusations criminelles. Donc, la décision Cole fait mention de l'attente raisonnable en matière de vie privée des employés, mais aussi que c'est une attente diminuée quand on parle au travail, et puis l'importance de regarder toutes les circonstances. C'est vraiment une évaluation au cas par cas quand on parle de la surveillance et qu'est-ce qui peut entrer en preuve. Et je rajouterais juste peut-être rapidement sur cette ligne de jurisprudence. Très récemment, la Cour suprême a rendu un arrêt dans la décision York Region District School Board qui, de façon semblable, la Cour traitait d'un enseignant et de son utilisation d'un ordinateur portatif qui appartenait à l'école. Contrairement à Cole, ce n'était pas dans un contexte criminel, mais cette question d'attente raisonnable en milieu de travail a été discutée assez longuement, encore dans York District School Board. Et la Cour suprême a maintenu le fait qu'il existe encore une certaine attente raisonnable de vie privée en milieu de travail, bien que ce soit diminué. Mais je pense que ce que York nous dit, c'est que les circonstances sont vraiment très importantes parce que dans les faits, dans York, l'accès à l'ordinateur était vraiment intentionnel, accéder à un site privé protégé avec mot de passe pour des fins qui n'étaient pas illégales. Alors, dans tous ces faits qui diffèrent de Cole, on peut comprendre que, bon, oui, il y a un certain droit à l'employeur d'accéder aux choses qui sont considérées privées par un employé, mais selon les circonstances, peut-être que ce droit à la vie privée sera plus important que le droit à l'employeur d'accéder à ces informations qui sont considérées personnelles et protégées. Oui, merci Isabelle. Tout à fait. Quand je regardais un peu la jurisprudence pour ça, avec Cole, avec York, c'est tellement nouveau que les décisions ne seraient pas encore sorties. Mais avec Cole, je voyais à la fois l'employeur, parfois, et parfois le syndicat qui essayait d'utiliser Cole pour justifier soit la surveillance, soit l'attente à la vie privée, parce que c'est vraiment, ils disent un peu les deux choses. Il y a une attente, mais de vie privée, puis après, les employeurs vont dire oui, mais c'est une attente diminuée. Donc, c'est vraiment un exercice au cas par cas. Donc, ici, on voit une décision arbitrale Teamsters de 2019, juste un peu pour illustrer l'analyse qui est faite dans ces dossiers ici. Donc, dans l'affaire Teamsters, il s'agissait d'un employé qui était un camionneur. Et puis, dans ce milieu de travail-là, l'employeur a installé des caméras dans les camions, donc il y avait une caméra qui faisait face à la route et aussi une caméra qui regardait le camionneur, le conducteur. Et puis, ce camionneur a été discipliné pour une supposée inconduite au travail dont les éléments de preuve seraient sur les enregistrements qu'ils ont eus. Donc, encore une fois, l'arbitre a indiqué qu'ici, dans des cas comme celui-ci, il faut essayer de trouver l'équilibre entre la vie privée d'un employé et également les intérêts légitimes des employeurs. Donc, l'arbitre a conclu ici qu'il y avait un intérêt sérieux et important pour l'employeur parce que cet employeur en particulier avait eu énormément de problèmes de collision et de condamnation. Et puis, avec le ministère, ils doivent garder un certain pourcentage
pour l'immatriculation d'utilisateurs de véhicules utilitaires. Et puis, il était sur le point de se faire rencontrer, de devoir aller rencontrer le ministère et ils pourraient possiblement perdre leur droit d'opérer en Ontario parce qu'il y avait tellement un haut taux de condamnation collision. Donc, l'arbitre a déterminé ici qu'il y avait un vrai intérêt à l'employeur de faire ceci pour essayer de diminuer collision-condamnation. Ensuite, l'arbitre a regardé c'est quoi l'impact sur la vie privée, comment les moyens qui ont été utilisés ici. Et puis, pour plusieurs raisons, elle a déterminé que c'était assez minimal parce que les vidéos étaient seulement enregistrées et sauvegardées, étaient seulement vues et sauvegardées en cas d'un incident. L'employeur, c'est pas comme s'il pouvait être dans son bureau puis avoir toutes les caméras et regarder en direct qu'est-ce que leur camionneur était en train de faire. C'était juste s'il y avait un incident, ça allait à une tierce partie qui gérait les caméras, qui ensuite enverrait à l'employeur les moments juste avant et juste après l'incident. Donc, à cause de ces facteurs-ci, l'arbitre a déterminé que c'était un impact minimal sur la vie privée, les droits de vie privée des employés. Quand on parle du troisième facteur en termes de est-ce qu'il y a d'autres moyens moins attentatoires, le syndicat a essayé de faire cet argument dans ce cas-ci, que ça, c'était trop intrusif comme moyen de surveillance. Et puis l'arbitre a commenté sur ceci en disant que l'employeur ici avait déjà tenté plusieurs autres moyens et sans succès, tels que pour essayer de réduire leur taux de collision et de condamnation. Ils faisaient des formations à chaque année, ils avaient mis des systèmes GPS, ils avaient mis des caméras externes, mais malgré tout ça, leur taux de collision et de condamnation ne diminuait pas et ils devaient adresser le problème. Donc, on peut voir un peu l'application, comment l'arbitre a regardé les faits et appliqué le test dans ce cas-ci. Donc, on a un exercice pratique, notre premier aujourd'hui. Donc, c'est une mise en contexte. Donc, si vous êtes dans un bureau et il y a un employé qui a reçu un courriel harcelant, anonyme. Et puis, ça l'a mené à une enquête interne, mais on n'est pas capable de déterminer la source du courriel. Après quelques semaines, on trouve une clé USB par terre au bureau et puis l'employeur prend la clé USB, regarde et trouve des ébauches très similaires aux courriels harcelants qui ont été envoyés de manière anonyme. Et ils donnent ça à leur département des TI qui détermine en regardant les métadonnées que ça identifie un certain employé comme étant le propriétaire de la clé USB. Donc, ça, c'est notre contexte. Je veux juste pour penser, est-ce qu'il y a des raisons de ne pas faire confiance aux métadonnées? Quel droit que l'employeur a à examiner la clé USB? Et puis, si on ne sait pas, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, une métadonnée, c'est une donnée qui donne de l'information sur une autre donnée. Donc, souvent, mettons, si on ouvre un document Word, on peut voir qui est le propriétaire, qui a, quand le document a été créé, tout ça, ça serait considéré comme étant des métadonnées. Donc, je ne sais pas si on est en format webinaire, là, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des pensées. Donc, comme mentionné, n'hésitez pas à simplement utiliser la fonction lever la main pour pouvoir intervenir, puis je vais vous donner la permission pour pouvoir répondre au scénario, ou vous pouvez également écrire dans le chat si vous préférez. Juste laisser un moment si les gens veulent écrire dans le chat. Ben, si quelqu'un se manifeste après, je vais regarder, là, mais juste pour pas qu'on baigne dans notre silence ensemble.
qu'est-ce que je vais me dire? La mise en contexte, c'est en fait les faits d'une vraie affaire qui est allée en arbitrage. Euh, donc, c'est un dossier de 2017. Euh, Exactement comme je l'ai décrit. Quelqu'un a reçu un courriel harcelant, c'était anonyme. On ne savait pas qui l'a rédigé. On trouve une clé USB, on fait une analyse TI et ça l'identifie un autre employé comme étant le propriétaire de la clé USB, le propriétaire de euh, le document, les ébauches de courriel. Donc, c'est un cas où le syndicat a tenté d'introduire de la preuve. En fait, ils ont appelé un expert. Euh, il y a en fait, il y a des experts en métadonnées là, qui viennent, qui peuvent analyser des téléphones, analyser des clés USB comme ça. Et donc, ils ont appelé un expert pour essayer de démontrer à l'arbitre que des données, comme des métadonnées peuvent, on pense qu'ils sont très fiables, mais la réalité est qu'ils peuvent être facilement manipulés par quelqu'un qui sait un peu qu'est-ce qu'ils font. Là. Moi, je ne pourrais pas les manipuler facilement, mais quelqu'un, apparemment, c'est pas si difficile que ça. Donc, ils ont essayé de dire que cette preuve-là n'était pas très fiable. Euh, et puis, bien que l'arbitre a reconnu que c'est vrai qu'il existe des programmes pour manipuler les métadonnées et a accepté cette preuve-là, mais a aussi déterminé que dans le contexte, il n'y avait pas de personne qui avait vraiment de motif à faire ceci, que c'était improbable que quelqu'un ait modifié les métadonnées et a donc rejeté le grief et maintenu la mesure disciplinaire. Euh, Quand on parle d'intelligence artificielle qui est vraiment en explosion en ce moment, là, ça ne serait pas surprenant de voir de plus en plus de cas dans le futur. Quand on parle de l'intelligence artificielle, des choses comme les deepfakes, tout ça, on va sûrement en voir beaucoup dans le futur. Fait que, si je comprends bien, dans un contexte comme ça, l'employeur avait le droit de ramasser la clé USB, vérifier qu'est-ce qu'il y a dessus, puis après ça, prendre les mesures en conséquence. Oui, ils l'ont trouvé sur leur milieu de travail. Et aussi, ça a une implication santé-sécurité pour l'employeur. C'était un courriel harcelant qui est envoyé à un autre employé. Ils ont aussi une responsabilité ici en termes de fournir un environnement sans harcèlement. Oui. Donc, Puis, toujours sur cette question de métadonnées, le commissariat à la vie privée fédérale a publié un document qui s'appelle Les risques associés aux métadonnées. Et c'est un document qui est intéressant. Ça parle, bon, évidemment, des risques de comment nos données peuvent être utilisées contre nous dans des contextes financiers, de fraude, etc. Mais il y a aussi une discussion là-dedans qui serait peut-être utile si vous êtes aux prises avec un dossier qui soulève des questions de la validité de métadonnées. Ça parle de situations où on travaille dans un document collaborativement, par exemple, où c'est pas nécessairement possible de suivre quels mots ont été rédigés par quelle personne à quel moment de façon tout à fait claire. Alors, euh, je pense que l'idée derrière le fait qu'on soulève un cas comme celui-ci, c'est de vous porter à réfléchir sur quel genre de faiblesse, si vous êtes l'employeur, existe dans votre dossier, si vous vous appuyez uniquement sur des métadonnées et du point de vue de l'employé, quel genre de défi vous pourriez être aux prises avec si on tente d'alléguer que les métadonnées suggèrent que vous avez rédigé des choses que vous n'avez pas fait. Un autre exemple qui est un peu plus old school, si vous me permettez l'expression, c'est que quelqu'un aurait pu tout simplement utiliser l'ordinateur de cet individu pour rédiger la note. Si quelqu'un d'autre a un mot de passe à son logiciel, on pense à une relation d'adjointe administrative qui soutient un professionnel. Donc, ce sont des exemples pas mal plus physiques et qui n'ont pas nécessairement besoin d'un expert, mais il y a toutes sortes de raisons où les métadonnées pourraient être problématiques. Alors, il ne suffit pas uniquement de s'y fier comme si c'était la vérité entière. mm-hmm. Euh,
Puis, si on peut passer à l'autre diapo, je veux encore une fois soulever un peu dans la même ligne d'idée que si un employé ne conteste pas la légitimité ou l'utilisation appropriée de certains logiciels, c'est possible qu'un décideur, qu'il s'agisse d'un tribunal administratif ou d'un juge, soit d'avis qu'il n'y a pas de problème avec le logiciel, qu'on n'a pas démontré des failles. Alors, il incombe vraiment quand puis c'est peut-être une question ici qui s'applique plus aux gens qui vont représenter des employés, soit syndiqués ou non, mais c'est important si on tente de contester l'utilisation appropriée de mécanismes de surveillance, de soulever ces arguments-là et de le faire de façon concrète bon, parfois, ça nécessite l'utilisation d'experts, etc. Mais il faut pas prendre pour acquis que simplement soulever un argument de vie privée sera suffisant pour convaincre un décideur que l'employeur ne peut pas se fier là-dessus. Et un exemple, c'est le dossier TimeCamp. Donc, cette décision en est une qui vient de la Colombie-Britannique. C'est l'équivalent de leur cour des petites créances. C'est un tribunal de résolution civile. Et ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'une employée a été congédiée suite à la découverte par l'employeur, par l'entremise du logiciel TimeCamp, qu'elle avait enregistré environ 50 heures de plus que ce qu'elle avait réellement travaillé. Donc, l'employeur était d'avis qu'il s'agissait d'un vol de temps, congédié l'employé et l'employé a intenté une poursuite au civil contre l'employeur. L'employeur a intenté sa propre poursuite à la suite de ça pour réclamer les 50 heures qui avaient été payées en trop à l'employé. En bout de ligne, l'employeur a eu gain de cause entièrement dans cette question. Et bon, ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de comment s'assurer qu'on monte bien notre dossier, dans l'instance, la plaignante, l'employé, était représentée soi-même. Elle n'avait pas retenu les services d'un avocat. Et bien qu'on parle pas mal dans la décision du logiciel et de ce qu'il faisait et comment l'employeur l'utilisait et pour quelle fin, tout ça vient de la preuve de l'employeur qui incluait une vidéo qu'on montrait à tous les nouveaux employés pour leur expliquer comment TimeCamp fonctionnait, etc. Et l'employé, dans ce cas, n'a argumenté que, bon, elle ne comprenait pas bien comment TimeCamp fonctionnait et qu'elle n'était pas en mesure d'adapter TimeCamp quand elle faisait du travail versus quand elle lui faisait une utilisation personnelle de l'ordinateur. Et bon, je pense que l'idée que Madame essayait d'avancer était qu'il y avait des défauts dans le logiciel et que le logiciel ne mesurait peut-être pas adéquatement quand quelque chose se faisait simultanément, qu'il y avait peut-être des problèmes dans le calcul du temps quand on faisait des activités simultanées. Mais elle n'a pas réussi à convaincre la Cour, il n'y avait pas de preuve vraiment à cet effet. Et en bout de ligne, la Cour a entièrement accepté comme preuve de l'employeur les conclusions de TimeCamp que l'employé avait passé 50 heures à faire des choses qui n'étaient pas du travail sur son ordinateur alors qu'elle avait indiqué qu'elle travaillait pour cette période. Oui, Alexandra? Selon toi, Isabelle, dans un cas où que TimeCamp n'avait pas été divulgué par l'employeur à son employé, est-ce que le résultat aurait été différent? Bien, c'est une bonne question. Il y aurait certainement eu un argument intéressant à faire, à savoir qu'il y avait dans ce contexte-là une violation à la vie privée, mais dans la mesure où tout ce que TimeCamp mesurait était le temps de productivité et ça dépend du niveau de détail qui était fourni et ça dépend aussi des motifs que l'employeur a soulevés. Donc, ici, l'employeur n'a pas dit vous avez fait une utilisation inappropriée en accédant au site XYZ.
Il a dit tout simplement, vous avez passé 50 heures à ne pas travailler. Et donc, je pense que le résultat aurait peut-être été différent si elle ne savait pas que le logiciel était utilisé et qu'on lui reprochait une utilisation inappropriée de l'ordinateur. Le contenu versus le temps. Et justement, cette question du degré de l'utilisation personnelle qu'un employé peut faire va toujours dépendre des circonstances du cas en question. Donc, ici, dans la décision TimeCamp, les deux parties étaient d'accord que l'employeur permettait explicitement l'utilisation personnelle de l'ordinateur. Alors, ce n'était pas en jeu et il n'y avait pas question de site inapproprié ou de contenu inapproprié. Alors, dans cette mesure, c'est fort probable que la preuve aurait eu un certain poids, à savoir si ça aurait été suffisant dans les circonstances, je ne sais pas, mais je suis assez confiante que l'employeur aurait pu s'y fier légitimement dans une certaine mesure quand il est question uniquement de productivité versus contenu. Merci, Isabelle. Alors, dans cette question, c'est intéressant qu'on a également, on n'a pas seulement maintenu la décision de l'employeur, mais l'employé a aussi été ordonné de rembourser à l'employeur les 50 heures qu'on lui a payées en trop. Bon, je termine sur ce cas en vous disant que je me questionne à savoir si un avocat aurait pu, qui représentait la plaignante, aurait pu au minimum monter certains arguments quant à la fiabilité de cet outil pour déterminer avec précision les 50 heures, pour au moins contester le montant qui était dû à être remboursé à l'employeur, si pas plus largement là, sur la question des motifs de l'employeur pour licencier Madame à prime abord. Alors, un dossier intéressant dans une compétence différente, mais qui ouvre quand même la porte à voir quel genre d'impact l'utilisation de ce genre de logiciel pourrait avoir sur des employés dans certaines circonstances. Tournons maintenant notre attention à l'utilisation des médias sociaux. Bon, encore une fois, le concept des activités d'un employé à l'extérieur des heures du travail, ce n'est pas un concept nouveau, mais le genre d'activité auquel un employé se livre et la visibilité de ces activités quand on parle de médias sociaux est complètement différente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans, certainement 20 ans. Et dans le contexte des réseaux sociaux, on a un nombre d'utilisateurs qui, même s'ils tentent de limiter la visibilité en modifiant les paramètres de vie privée pour qu'on limite le nombre de gens qui puissent voir ce qu'on affiche, la réalité demeure que pas mal n'importe qui peut prendre une photo du contenu et la partager partout. Dépendant des paramètres, même si c'est privé, on peut réafficher le contenu comme le nôtre ou l'envoyer à quelqu'un d'autre. Alors, la facilité de perdre contrôle de notre contenu sur les réseaux sociaux ne peut pas être ignorée dans le contexte du droit du travail. Maintenir la confidentialité quand on utilise des réseaux sociaux, c'est un défi. Et je vous dirais que parfois, c'est impossible. Donc, même, comme je vous dis, lorsqu'on tente de limiter nos interactions sur les réseaux sociaux, il y a un risque que ces interactions, même avec la meilleure intention de ne pas partager ce contenu, se retrouvent devant l'employeur dans un certain contexte. Et bon, les conséquences peuvent être extrêmement négatives, dépendant de la portée de la communication. Les conséquences peuvent être négatives sur l'employé, sur les collègues, mais aussi plus largement sur la réputation à l'employeur. Alors, si on retourne avant l'arrivée des médias sociaux, pour que les activités d'un employé aient un impact sur la réputation de l'employeur, il fallait que ce soit suffisamment sérieux
pour que soit les clients de l'employeur soient au courant ou que les médias traditionnels en prennent connaissance puis que ça se retrouve à la une du droit. C'est plus comme ça de nos jours. C'est beaucoup plus facile pour un employeur de démontrer que le comportement d'un de ses employés lui porte atteinte. Un exemple de comment un employeur peut faire ça facilement maintenant, il peut retrouver un affichage qui a été fait par un de ses employés et il peut, en regardant cet affichage-là, immédiatement voir combien de personnes ont vu l'affichage, pardon, combien de personnes ont réagi, combien de personnes l'ont partagé. Alors, c'est une ouverture sur les activités personnelles des employés comme il n'y a jamais existé. Et quand je vous disais tout à l'heure que le fait d'essayer de limiter ces interactions à des interactions privées n'est pas nécessairement suffisante, il y a justement un exemple en jurisprudence assez récent concernant des conducteurs de Go Transit à Toronto qui se sont vus licencier suite à des communications qui s'échangeaient entre eux dans un groupe fermé sur l'application WhatsApp. Donc, c'est une application qui permet de faire du clavardage, des échanges de messages, d'images, etc. Donc, ces employés s'étaient créés un groupe fermé et ils avaient une discussion privée sur leur téléphone personnel après les heures de travail. Ces discussions, par contre, portaient sur des collègues et étaient de nature à constituer du harcèlement si ces propos avaient été dits en milieu de travail. Il n'y a aucun doute que si ces propos étaient échangés en milieu de travail devant d'autres, qu'il aurait s'agi d'harcèlement. Donc, on parlait de suggestions que certaines collègues avaient eu des relations de nature sexuelle avec des superviseurs pour obtenir des avantages. Il y avait toutes sortes de commentaires de nature sexiste, de nature sexuelle entre ces employés. Encore, je vous réitère, à l'extérieur des heures du travail, dans un groupe privé, sur des appareils qui étaient personnels. Alors, un des enjeux dans cette affaire-là était le droit de l'employeur d'imposer des sanctions disciplinaires quand il a appris au sujet de ces communications privées. Et ça s'est appris suite à une enquête parce qu'il y a eu une plainte d'harcèlement, justement. Et dans le cadre de l'enquête, l'employeur a découvert qu'il y avait eu ces échanges privés entre un groupe d'employés. C'est un des employés qui faisait partie du groupe qui trouvait que les commentaires étaient inappropriés, qui a éventuellement partagé à l'employeur que ce groupe existait et l'employeur a pu voir le compte. Donc, l'arbitre de grief, et dans l'instance, c'était une commission qui était l'arbitre de grief, a conclu que l'employeur n'avait pas le droit de s'immiscer dans ces conversations privées et que malgré que les messages étaient honteux, c'était raisonnable pour les employés de penser que leur conversation serait privée dans ce contexte. L'arbitre de la commission dans l'instance a également tenu en compte le fait qu'une des victimes hésitait à se plaindre, qu'elle avait connaissance de ces choses et qu'elle avait hésité à se plaindre. Et donc a pris cette hésitation comme une conclusion que l'employé ne se sentait pas vraiment mal ou dans un milieu hostile. Donc, on a reviré un peu la situation pour dire, bon, ça pouvait pas être aussi pire parce que c'est pas plein, c'est quelqu'un d'autre qui a porté ça à notre attention. Puis de toute façon, c'était des communications personnelles, alors ça n'affecte pas l'employeur. Et les requérants doivent être remis en poste, selon l'arbitre. Alors, l'arbitre a complètement annulé la mesure disciplinaire et a réintégré les employés dans leur ancien poste. La décision a fait l'objet d'un contrôle judiciaire à la Cour supérieure et la Cour supérieure a renversé cette décision. La Cour supérieure a conclu que la commission avait été déraisonnable dans ses conclusions. Elle a réitéré que l'employeur a un devoir de santé et sécurité, comme Sarah le mentionnait tout à l'heure, d'enquêter des situations d'harcèlement potentiel au travail, même quand les victimes hésitent. Alors,
c'est pas suffisant pour un employeur de dire j'ai eu vent d'allégations d'harcèlement, mais la personne qui semble être harcelée, elle hésite, elle veut pas venir de l'avant. Ce n'est pas une défense. L'employeur a un devoir de s'enquérir dans ces circonstances. Alors, ça, c'est la première erreur de la commission. Euh, et la Cour est allée assez fort aussi en indiquant que la conclusion de la commission par rapport à l'obligation de l'employeur était fondée sur des mythes, sur des stéréotypes, et que c'était vraiment une erreur de tirer une conclusion sur la base de la réticence de porter plainte. La Cour a également, j'ai vu votre question, je vais vous donner le nom de la décision dans un instant, ou à moins que Sarah veuille l'indiquer dans le chat, mais donc la Cour a estimé que la Commission avait mis beaucoup trop d'emphase sur la vie privée des requérants et que même si la conduite s'était passée en dehors des heures du travail, les commentaires étaient lus par des collègues et avaient un impact dans le milieu de travail et ça a créé une situation problématique, voire en instance du harcèlement en milieu de travail. Donc, la Cour a renversé la décision de la Commission et, bon, je ne sais pas ultimement si les employés demeurent si la décision demeure comme telle, je ne crois pas qu'il y ait eu d'appel de cette décision. Et pour le moment, la leçon qu'on tire, bon, comme je vous disais, de un, c'est que l'hésitation d'une victime potentielle d'harcèlement n'est pas un motif pour ne pas enquêter. Et deuxièmement, que cette expectative de vie privée est vraiment atténuée en milieu de travail, surtout dans un contexte où ce qu'on fait sur des appareils privés ou des canaux privés a un impact en milieu de travail et certainement lorsque ça a un impact qui résulte dans le harcèlement. Donc, ça, c'est la décision concernant GoTransit. De façon plus générale, on peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Les questions de conduite à l'extérieur du travail, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas nouveau. Et en fait, le test qui s'applique encore aujourd'hui est un test qui date de 1967, le test Milhaven. Et les éléments de ce test, les facteurs sont énumérés pour vous sur la diapo. Donc, l'employeur peut justifier des sanctions disciplinaires d'un de ses employés quand la conduite de l'employé, le comportement en dehors du milieu de travail rencontre ces 5 critères. Donc, il faut que le comportement porte atteinte à la réputation de l'employeur. Et je vais vous dire en partant que ce n'est pas nécessaire que tous ces éléments soient prouvés pour justifier la mesure disciplinaire. Ce sont les facteurs qui sont considérés généralement pour déterminer la raisonnabilité des sanctions en question. Alors, est-ce qu'il y a eu une atteinte à la réputation de l'employeur? Est-ce que l'employé ne peut plus accomplir ses tâches de manière satisfaisante à cause du comportement ou des conséquences du comportement en dehors du milieu de travail? Est-ce que d'autres employés refusent de travailler avec l'employé en raison de cette conduite? Est-ce que la conduite elle-même a mené à une infraction au code criminel qui en soi rendrait le comportement préjudiciable à la réputation de l'employeur? Et en dernier lieu, le comportement, est-ce qu'il a entravé la capacité de l'employeur à exercer convenablement la gestion de l'entreprise et la direction efficace de ses travailleurs? Donc, quelques notes au sujet de ces critères et on va regarder d'autres décisions et des exercices pratiques pour leur donner un peu de vie. Mais en général, je vais vous dire que le milieu de travail peut donner à certains de ces facteurs beaucoup plus d'importance. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui travaille pour un service policier. OK? Donc, quelqu'un qui travaille pour un service policier
l'élément 4 qui traite d'infraction du code criminel pourrait en soi être suffisante pour justifier une mesure disciplinaire très forte. Ça pourrait aussi, le fait que l'employé a commis une infraction criminelle pourrait en soi créer une situation où la réputation de l'employeur a été affectée négativement. Ça pourrait potentiellement aussi automatiquement mettre l'élément numéro 2 en question aussi. Donc, il y a certaines conditions parfois qui sont nécessaires à l'exercice d'un emploi. Donc, c'est très important quand on évalue ces facteurs d'être conscient du milieu de travail et des tâches de l'employé en question pour s'assurer qu'on place ces facteurs dans le plein contexte et qu'on puisse vraiment considérer ces facteurs à la lumière des éléments qui vont être plus importants dépendant des circonstances qui s'appliquent. C'est certain que la croissance des médias sociaux fait en sorte que certains de ces éléments sont beaucoup plus faciles à prouver pour l'employeur qu'ils ne l'étaient avant. Tu sais, je vous disais l'atteinte à la réputation. Si un employé a eu 3000 notes suite à son affichage sur Facebook, ben, si on regarde un petit milieu, je ne sais pas moi, à North Bay, et que 3000 personnes ont interagi avec l'affichage, ben, c'est un nombre assez important de personnes qui ont vu l'affichage en question et ça peut soulever une question qui n'aurait jamais été possible pour l'employeur de prouver auparavant. Même chose pour est-ce que d'autres employés veulent toujours travailler avec cet employé-là à la lumière du comportement? Donc, quelque chose que quelqu'un dirait à son ami dans un contexte privé autour d'un souper, c'est très différent que quelque chose, que dire cette même chose-là sur un réseau social et qu'ensuite ce commentaire qui se voulait privé se retrouve devant des centaines ou des milliers de personnes. Et possiblement que le contenu de ce commentaire va faire en sorte que les gens qui se sentent visés, il y a des gens qui se sentent visés par le commentaire ou qui ont une perception de l'employé qui est complètement changée à la lumière de lire ces commentaires qui sont problématiques. Alors, le test, qui est ancien, s'applique encore aujourd'hui dans les circonstances présentes, évidemment. Donc, regardons des exemples un peu plus récents. On vous parlait du cas WhatsApp tout à l'heure, qui est un exemple, mais ici, ce contexte des décisions qui impliquent des pompiers de la ville de Toronto traite vraiment de conduite hors travail qui n'était vraiment pas reliée. Donc, la décision WhatsApp avait un lien au milieu de travail parce qu'on parlait de collègues et on parlait de choses qui se passaient au milieu de travail. Ici, ces décisions relatives aux pompiers de la ville de Toronto étaient vraiment des activités qui n'étaient pas reliées au travail, mais qui ont eu des conséquences très graves pour les employés dans ce contexte. Alors, ce qu'on voit là, c'est une note qui résume la situation d'un pompier qui a été suspendu. Il y en a un autre qui a été licencié. Bon, les deux pompiers, en l'instance, ont fait des commentaires sur la plateforme Twitter, maintenant X, qui étaient un peu différents. Donc, je vais vous parler d'abord de M. Bowman. M. Bowman a fait des commentaires qui ont été, selon l'arbitre, considérés comme étant sexistes, des propos sexistes, misogynes, racistes, discriminatoires, des commentaires inappropriés de nature sexuelle. Le pompier, sa défense était qu'il reproduisait des scènes ou en tout cas des mots qui avaient été dits dans des scènes d'une émission télévisée ou d'un film et que ce n'étaient pas ses propres propos. Mais il a tout simplement mis ses propos en ligne sur son compte Twitter. Et bon, M. Bowman a été congédié. M. Edwards, qui était l'autre pompier, a fait différents commentaires qui ont été jugés beaucoup moins sérieux
Et pour M. Edwards, ses commentaires sur Twitter ont mené à, bon, ultimement, une suspension de 3 jours, mais avant son grief, il avait été congédié lui aussi. Alors, ce que ces deux décisions nous disent, et je pourrais partager les citations pour vous quand Sarah prendra les rênes de la présentation, mais dans ces deux contextes, le test Milhaven a effectivement été appliqué. Et je vous dirais que la décision Bowman, qui est une décision qui a été rendue par l'arbitre Newman, est peut-être un peu plus intéressante juridiquement à lire parce que l'arbitre Newman nous propose d'élargir un peu le champ du troisième élément du test Milhaven. Vous vous souvenez qu'il s'agissait de l'élément qui traite à savoir s'il y avait eu une infraction au code criminel. Ici, il n'y a pas eu d'infraction au code criminel, mais l'arbitre Newman suggère que, en l'instance, il y a eu une violation sérieuse du Code des droits de la personne et qu'en s'engageant dans des commentaires et des propos discriminatoires comme il l'a fait, il avait commis une infraction grave au Code des droits de la personne et selon elle, ça s'apparentait suffisamment au facteur 3 de l'ancien test Milhaven, qui était une infraction au code criminel, pour militer fortement en faveur d'un congédiement. Alors, il y a une discussion intéressante qui date d'autour de 2014. Là, ces décisions datent de 2014, qui traite de l'évolution des facteurs Milhaven, si vous voulez. Ah, t'es trop vite, Sarah, merci. Et qui nous permet de prendre un peu, prendre un certain recul pour dire, OK, oui, il s'agissait de facteurs qui ont été établis en 1967, mais de nos jours, comment est-ce que ça se traduit et pourquoi c'est toujours pertinent? Et ces décisions-là sont intéressantes de ce point de vue. En bout de ligne, dans les deux cas, les deux pompiers ont été assujettis justement à une mesure disciplinaire. Ce qui est différent, c'est que dans le cas de M. Edwards, l'arbitre a conclu qu'il s'agissait d'une mesure trop sérieuse et on l'a substitué à une suspension de 3 jours. Dans tous les cas où on va chercher à justifier une mesure disciplinaire d'un employé pour des activités en dehors du lieu de travail, même dans le contexte des médias sociaux, l'employeur va devoir justifier sa décision, évidemment, mais n'oubliez pas que de nos jours, c'est plus facile de prouver certaines choses comme une atteinte à la réputation et un préjudice réel en milieu de travail depuis l'arrivée des médias sociaux. Et quand on parle d'employeurs dans la fonction publique, donc les pompiers, c'est parapublic, mais si on cerne vraiment notre focus sur des employeurs publics dans la fonction publique, l'inquiétude pour la réputation de l'employeur devient encore plus accrue et encore une fois, il faut se poser la question quel genre de rôle, quel genre de poste on occupe, quel genre de ministère. Est-ce que vous travaillez pour les services correctionnels ou vous travaillez pour le ministère de l'Environnement? Est-ce que votre commentaire porte atteinte à la victimisation et comment les victimes ont certains droits maintenant de nos jours de sorte à discréditer les services correctionnels ou si vous travaillez pour le ministère de l'Environnement, est-ce que vous en prenez aux dernières mesures législatives qui auraient été imposées par le gouvernement ontarien parce que ça va juste pas assez loin pour protéger les cyclistes et il y a un impact sur l'environnement. Donc, il faut vraiment regarder tout dans le contexte, mais ce test qui existe depuis longtemps est encore applicable, mais avec les modifications qui s'appliquent de nos jours. Alors, voyons si tout ce qu'on vous a lancé colle un peu en regardant quelques scénarios fictifs pour vous permettre de mettre votre analyse là-dessus. Alors, dans le scénario 1, on a un salarié qui décide, un peu comme nos pompiers, de s'exprimer sur X au sujet de son mécontentement à l'égard de son travail. Il parle de collègues difficiles, il parle des tâches qui sont ennuyantes, une surcharge de travail. Il mentionne pas l'entreprise dans sa publication, mais son nom complet est
son vrai nom complet est affiché sur son compte. Alors, dans ce contexte, je voudrais vous demander, est-ce que vous croyez qu'un affichage de ce genre serait suffisant pour attirer une mesure disciplinaire? Et si oui, quel genre de discipline et pourquoi vous croyez que ça s'appliquerait dans l'instance? Donc, comme mentionné, n'hésitez pas à lever la main et je peux vous donner la parole ou sinon, vous pouvez nous écrire dans le chat. Je peux peut-être lancer la balle et m'essayer. Donc, selon moi, puisqu'il parle de ses collègues, de ses tâches de travail, ainsi que juste de l'environnement de travail, il pourrait avoir une mesure disciplinaire à cause de l'atteinte à la réputation à l'employeur. Assurément. OK, d'accord. Merci, Alexandra. On voit une note ici, assurément, mesure disciplinaire d'atteinte à la réputation de l'entreprise et des collègues. Et si je vous demandais, plutôt que de me dire si vous êtes d'accord qu'une mesure disciplinaire ou de me dire qu'est-ce que vous imposeriez, quels sont les facteurs qui entreraient en compte ici, soit des facteurs aggravants ou des facteurs atténuants qu'il faudrait tenir en compte, peu importe la décision de l'employeur? L'absence du nom d'entreprise, oui, en effet. D'autres questions qu'on pourrait poser, bon, est-ce que les commentaires, on ne les voit pas ici? Est-ce qu'il s'agit de commentaires qui sont discriminatoires ou est-ce que ce sont tout simplement des commentaires négatifs? Donc, qu'est-ce qu'il dit exactement? Ça devrait avoir une portée certainement. Bon, l'autre question que j'aurais à prime abord, aggravant si l'entreprise est indiquée dans sa description de profil, en effet. Euh, oui, c'est facile de trouver l'entreprise, évidemment. Euh, L'autre question qui serait intéressante à voir, c'est est-ce que son compte est privé ou est-ce que c'est si on cherche sur Google, ça va apparaître pour tout le monde qui le cherche. Alors, quels sont les paramètres de vie privée du compte, la visibilité de tout ça? Euh, Est-ce que le Certainement, nombre d'abonnés aurait un impact dans un... potentiellement, en effet, oui. Parce que c'est su à l'utilisateur. Alors, il sait s'il s'adresse à 3 personnes dans sa famille ou à 500 personnes, dont plusieurs qu'il ne connaît pas vraiment. Donc, oui, ça pourrait être pertinent. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous croyez seraient pertinentes dans les circonstances? Je pense que s'il nomme ses collègues, euh, ce serait pertinent. Euh, Et aussi, quand il parle de tâches ennuyantes, bon, dans quelle mesure est-ce qu'il décrit ces tâches? Est-ce qu'il y a de l'information confidentielle qui est divulguée? Est-ce qu'on parle de clients là-dedans? Donc, il y aurait toutes sortes d'enquêtes à faire par rapport au contenu de l'affichage qui ferait en sorte, qui serait pertinente pour déterminer d'abord si une mesure disciplinaire s'impose et si oui, quelle serait la mesure disciplinaire appropriée. Euh, je crois que votre réaction collective générale de dire, ouais, je pense qu'il va y avoir une mesure disciplinaire, c'est assez juste, mais encore là, dépendant de ce qui est décrit, les détails qui sont inclus dans l'affichage et les paramètres, et comment c'est communiqué, etc. euh, c'est possible qu'il pourrait échapper à la discipline complètement ou qu'il y aurait une discipline assez mineure. Le prochain scénario, Sarah? Dans ce scénario, une capture d'écran est publiée dans la presse d'une conversation privée entre un employé et une amie. Dans un message, l'employé utilise un mot dérogatoire et raciste. Donc, de la même manière, Isabelle, est-ce que vous avez des pensées, des facteurs Milhaven, facteurs atténuants, aggravants quand vous lisez ceci? Donc, on parle d'une conversation privée, mais qui a été ensuite publiée euh, dans la presse. Et un mot dérogatoire, raciste. Je ne sais pas si ça sonne des cloches un peu euh, pour des personnes ici. Donc, Hmm. selon moi, puis en lisant entre les lignes de ce qu'Isabelle a dit tantôt, puisqu'il y a des propos discriminatoires,
et raciste, ça pourrait avoir un impact, même si c'est une conversation privée puisque ça ressort. Puis on a vu des choses comme ça dans les nouvelles, dans les derniers mois, là, qui sont sorties de des professeurs d'université, etc. Donc j'assume que oui, il pourrait avoir quelque chose. Mhm. Oui, absolument. C'est heureusement pris beaucoup plus au sérieux maintenant. Et puis, ça a aussi un gros impact d'atteinte à la réputation d'un employeur. Si on a un employé qui utilise des mots dérogatoires, qui utilise des expressions racistes, c'est évidemment un problème de réputation. Ça pourrait affecter un autre facteur Millhaven que d'autres employés voudront peut-être pas travailler avec une personne qui a des propos racistes. Euh, On a également Laurie qui nous dit qu'aujourd'hui, la conversation, quoique privée, serait considérée. Oui, donc c'est évidemment un facteur, c'est privé, et puis d'habitude, on va regarder un peu c'était quoi l'attente que ça reste privé. On regarde tout le temps ça un peu dans les courriels, dans les messages privés, mais après, ça a été mis dans la presse. Donc, euh, c'est définitivement un facteur qu'on va regarder aussi. Si c'était, s'il il utilise un mot dérogatoire et raciste et il parle d'un autre employé, eh bien là, encore une fois, ça engage des responsabilités santé, sécurité de l'employeur. Dans un cas où que c'était pas nécessairement un autre employé, mais une entreprise avec qui on collabore ou un compétiteur, est-ce que ça aurait un impact selon vous? Mais ça affecte la réputation beaucoup, hein. Même si c'est des compétiteurs ou tout ça, c'est pas une bonne optique pour n'importe quel employeur ici d'avoir un employé qui commence à faire des propos comme ça, qui sont vus. Si c'est publié dans la presse, ça va être énormément vu. On avait également une question de Laurie qui disait, si on est présent à une manifestation, est-ce que ça pourrait être vu comme une atteinte à la réputation de l'employeur? Oh, ça, c'est difficile, à mon avis, à répondre parce qu'il y a tellement d'éléments qui pourraient venir affecter cette analyse. Bon, évidemment, il y a une liberté d'expression qui existe et donc je vous dirais que si un employé est présent à une manifestation paisible, que l'employé ne fait rien pour se démarquer de la foule, euh, c'est dépendant de la nature de la manifestation, dépendant de son emploi et de sa visibilité au sein de l'employeur, ça pourrait être tout à fait acceptable, ça devrait l'être. Bon, si on rajoute à ça certains éléments comme c'est quoi la nature de la manifestation et comment ce sujet se rapporte au travail de l'employé, au rôle de l'employeur. Est-ce qu'il s'agit d'un employeur public, privé? Tous ces éléments-là vont entrer en ligne de compte. Bon, on dit sans participation évidente, pas de pancarte, seulement la présence et photos de la présence. Oui, évidemment, il y a une liberté d'expression, Laurie, qui entre en ligne de compte ici. Et donc, il y aurait des bons arguments à faire pour cet employé de dire qu'il a le droit de faire une manifestation paisible. Euh, mais encore là, je vous remets la question, est-ce que le fait d'être à cette manifestation particulière crée un conflit particulier avec son rôle d'employé ou le rôle de son employeur dans la société? Je crois que Laurie veut intervenir. Oui, Laurie, je viens de te donner la permission de parler. Il faut juste que tu Est-ce t'en... que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. oui. OK. Je voulais aussi savoir, en fait, concernant les droits de la personne, la commission, si un employé est syndiqué, est-ce que ça arrive qu'il peut avoir recours à la commission des droits de la personne ou le syndicat amène automatiquement une mention vexatoire aux dossiers qui sont amenés devant la commission? Et dans votre question, la plainte à la Commission des droits de la personne serait contre son employeur ou contre le syndicat? Je veux juste comprendre votre contexte. Contre l'employeur, considérant que la personne aurait eu accès au syndicat, euh, est-ce que c'est automatiquement catégorisé vexatoire ou est-ce qu'il y a des façons qu'un employé puisse avoir recours aux droits de la personne malgré qu'il ait eu accès à un syndicat? Oui, l'employé peut faire une plainte à la Commission des droits de la personne au tribunal en Ontario. Même s'il est syndiqué, généralement, l'employeur va soulever une objection préliminaire en argumentant que le grief aurait été la voie appropriée ou est la voie appropriée.
Et il y a certaines circonstances où le tribunal va tout de même prendre le dossier et permettre à l'employé de procéder. Donc, c'est pas tout à fait noir ou blanc, là, mais je vous dirais que lorsqu'un employé est syndiqué, il serait sage qu'il tente d'abord de contacter son syndicat pour adresser la question dans le cadre d'un grief et pour discuter des implications de ce grief sur une plainte éventuelle au tribunal des droits de la personne. OK, merci. Ça fait plaisir. Donc, on a un dernier scénario, je crois, à soulever. Oui, il est à l'écran. Donc, un Oui, salarié parfait. qui travaille dans le secteur public est identifié dans une publication d'une amie sur Facebook. La publication contient une photo du salarié et de son ami en train de faire du graffiti dans un parc. Donc, identifié, là, on parle de, en bon français, tagué sur Facebook. Donc, ça apparaît sur son compte. Cette photo où il est en train de faire des graffitis. Donc, avec ce qu'on vient de discuter, les facteurs, Millhaven, est-ce qu'il y a des pensées qui vous viennent quand vous lisez euh, ce scénario? Je pense juste, au début, on voit que c'est dans le secteur public et comme Isabelle a mentionné, il y a une certaine attente plus élevée en termes de conduite quand on parle d'employés dans le secteur public, premièrement. Puis ici, on parle de graffiti, donc une activité illégale. Donc, on parle d'une conduite illégale par quelqu'un qui est dans un secteur public. C'est sur Facebook. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup. C'est pas l'employé lui-même qui a publié, mais il a été identifié. Donc, je pense que quand on regarde les facteurs Millhaven, euh, évidemment, ça va porter une atteinte à l'employeur, qui est, mettons, le gouvernement ici, si c'est un employé au gouvernement du Canada. Euh, et puis, on parle d'une infraction criminelle également ici. Est-ce que ça serait un facteur atténuant que la personne ne savait peut-être pas qu'elle se faisait prendre en photo? C'est pas vraiment la meilleure, c'est pas la meilleure défense. Ce serait une meilleure Bon, défense de dire j'étais dans la photo, mais vous ne pouvez pas prouver que j'ai fait le graffiti. c'est ça. Donc, on voit mon ami et moi. Si j'ai pas la canne en train de le faire, peut-être que je suis juste là, mais encore une fois, Là c'est pour observer. pas les meilleurs faits. Donc, tu sais, c'est un autre exemple où il y a certains arguments à faire qui pourraient peut-être atténuer le risque de discipline ou la conséquence disciplinaire à l'employé. Mais ça va vraiment dépendre de toutes les circonstances applicables dans ce contexte-là. Tu sais, quand on parle du secteur public, souvent, il y a des conditions associées à tenir un emploi en fonction publique qui incluent souvent le fait de ne pas avoir de dossier criminel ou de pas engager dans des activités de nature criminelle. Alors, dans un contexte comme celui-ci, si ça mène à des charges et qu'il y a une infraction, ça peut être en soi suffisant pour non seulement une mesure disciplinaire, mais une fin d'emploi liée à des motifs administratifs parce que l'employé ne rencontre plus les conditions d'emploi. Alors, il y a toutes sortes de possibilités qui émanent de ces scénarios. Puis, écoutez, on pourrait en parler longtemps, on pourrait prendre toutes sortes de situations d'actualité parce que c'est très commun, mais notre temps est très, très limité. Et pour les 2 dernières minutes, je vous invite à penser à la déconnexion parce que puisqu'on n'a plus de vie privée en ligne, parfois ça fait du bien de déconnecter. Mais non, sérieusement, les 2 dernières diapos sont simplement pour vous soulever certaines mesures législatives qui sont en place ou qui s'en viennent par rapport aux droits des employés de déconnecter et de ne pas être attachés à leur téléphone cellulaire ou leur portatif. Alors, en Ontario, la loi sur les normes d'emploi définit la déconnexion comme le fait de ne pas effectuer des communications liées au travail, notamment courriel, appel vidéo, etc. Et le droit à la déconnexion qui existe en Ontario
c'est vraiment le principe selon lequel un salarié a le droit de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors des heures du travail. Tu peux passer à la prochaine diapo. Donc, depuis 2022, en Ontario, les employeurs qui ont plus de 25 employés doivent avoir une politique écrite sur la déconnexion du travail. Et la politique doit établir que les employés ont le droit de se déconnecter après les heures du travail. Euh, il y a certaines critiques de la loi qui disent, bon, ben, c'est bien, la loi prévoit une politique, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous dirais que je suis d'accord avec ces critiques. Il n'y a vraiment pas de mécanisme de plainte, il n'y a pas de pénalités prévues pour la violation des heures de travail. Alors, il faut s'en remettre à nos contrats d'emploi et nos conventions collectives pour vraiment cerner ce droit à la déconnexion d'une façon concrète. Et bon, ce qui existe au fédéral, c'est un projet de loi qui a été adopté, qui a reçu la sanction royale, mais qui n'est pas encore en vigueur. Depuis le 20 juin 2024, le projet de loi C-69 et une partie de la loi qui a adopté le budget a été adoptée. Elle comporte, cette partie de la loi, des modifications législatives au Code canadien du travail. Et ça crée une obligation à l'employeur de mettre en place une politique semblablement à ce qu'on a en Ontario, qui prévoit pour la déconnexion des employés après les heures de travail. Une fois la loi en vigueur, les employeurs auront 1 an pour établir cette politique. Et on parle ici évidemment d'employeurs qui sont gouvernés par le Code canadien du travail. La section, ou pardon, le secteur public fédéral, la fonction publique comme telle, est exclu de l'application de cette loi. Et donc, on parle vraiment d'employeurs privés qui sont assujettis au Code canadien du travail. Alors, ce sont des mesures législatives assez générales qui créent certaines obligations à l'employeur de mettre en place des politiques. C'est le début de la discussion sur la déconnexion, à mon avis, mais ça n'impose pas vraiment de conséquences très, très dures à un employeur qui ne respecte pas ce droit à la déconnexion. Alors, on a encore un peu de travail à faire là-dessus du côté syndical et des employés. Sur ça, je sais qu'il passe 1h30 un peu. Est-ce que vous avez des questions qu'on n'a pas répondues? Est-ce que vous avez des interventions que vous souhaitez faire? Quelque chose qu'on n'a pas adressé que vous souhaitiez qu'on discute? Je vois rien de mon côté. Je pense que c'était pas mal clair, donc je vais conclure. J'aimerais encore une fois vous remercier beaucoup, Sarah Claude et Isabelle, d'avoir été avec nous aujourd'hui puis d'avoir livré cette formation très informative en français. C'est important pour nous à la GEFO d'avoir du bon contenu en français pour nos juristes francophones, puis on a été très choyés aujourd'hui. Je suis certaine que tous les participants ont trouvé l'information super utile intéressante pour leurs fins de chacun. Moi, je peux dire que de mon côté, j'ai pris des notes sur les choses qu'on peut voir qui sont les enjeux avec les avancées technologiques. J'aimerais aussi remercier les participants de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vais vous envoyer un courriel avec le lien à l'enregistrement et un lien pour un sondage de rétroaction. Ça devrait prendre un maximum de 30 secondes, mais ça nous aide vraiment dans la livraison de nos prochaines formations. Notre prochaine formation professionnelle sera le 21 novembre. La promotion va commencer bientôt, où qu'on a un panel constitué d'un juge, un avocat de la défense et une avocate de la couronne qui vont parler de la santé mentale et du droit pénal avec des astuces, encore une fois, super pratico-pratiques. Au plaisir de vous revoir bientôt. Je vous souhaite vraiment à tous et toutes une excellente fin de journée.